Madame, Monsieur, bonsoir. Au 25e jour de la guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël, les frappes se poursuivent sans qu'aucun camp ne prenne un avantage décisif. Des missiles iraniens ont encore atteint le territoire israélien, tandis que les frappes israéliennes ciblent des infrastructures stratégiques en Iran, notamment dans la capitale Téhéran. Le détroit d'Ormuz reste sous forte tension, pour ne pas dire bloqué, perturbant une zone par laquelle, encore faut-il le rappeler, transite près de 20% du pétrole mondial. Le baril du pétrole a franchi les $100 et ce depuis quelques jours déjà. Le transport aérien est déjà affecté, les marchés commencent à intégrer un risque durable et c'est là où les choses commencent réellement à changer sur les marchés. Les pénuries ont déjà commencé dans plusieurs pays. Sur le plan diplomatique, cela dit, aucun cadre de négociation structuré n'est confirmé à ce stade. Et là, il y a cette question qui fait la une de l'actualité, entre autres interrogations qui taraudent. Négociation ou illusion? En tout cas, une chose est sûre, il y a confusion. Le président américain a affirmé hier négocier avec les Iraniens. Téhéran dément. Et ce conflit ressemble à une guerre qui teste les limites. Les États-Unis frappent, mais ne contrôlent pas totalement. Israël avance, mais sans verrouiller le résultat. Et l'Iran encaisse et continue de répondre. Et c'est peut-être ça ou là le basculement. On découvre qu'aujourd'hui, la puissance militaire ne suffit plus à imposer une issue. Le détroit d'Ormuz devient donc une arme, littéralement, le pétrole, un levier, et la guerre déborde vers l'économie mondiale. Mais qui contrôle vraiment la suite? Parce qu'au fond, ce que cette guerre révèle, ce n'est pas seulement un affrontement ou un rapport de force, elle révèle ses limites. Nous en parlons ce soir avec nos deux experts en plateau, d'abord que je vais présenter avant d'établir le contact avec notre invité depuis Paris. D'abord en plateau, nous avons avec nous le consultant en stratégie spécialisée dans les énergies hydrocarbures, senior analyste Afrique et Moyen-Orient, Anas Abdoun. Bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous. Il s'agit de géopolitique et de relations internationales, si toutefois il y en a encore. Hafed Boutaleb, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous et de répondre à nos questions. Et je vous le disais, se joint à nous depuis Paris, le général François Chauvency, rédacteur en chef de la revue Défense de l'Union à l'Institut des hautes études et de défense nationale en France. Bonsoir, général Chauvency. Toujours un plaisir de vous accueillir dans Questions d'actu. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, 25e jour, 4e semaine de la guerre qui oppose d'un côté Israël et les États-Unis et de l'autre l'Iran. Que peut-on dire à ce 25e jour? Négociation, illusion ou confusion, messieurs? Hafed Boutaleb, puisqu'il s'agit de diplomatie. Très certainement, il y a des négociations en cours, même si les Iraniens, dans le lexique de ce régime, ils ne peuvent pas accepter de faire passer l'idée d'une négociation, puisque cela s'apparenterait à une certaine capitulation ou un début de recul, alors que le dirigeant qui est tombé, quand même le dirigeant du plus haut niveau, c'est l'ancien guide suprême, Ali Khamenei, et donc par conséquent là-dessus, comme beaucoup s'attendaient à une réaction gigantesque de la part des Iraniens, la réaction elle est là, effectivement, elle montre une force de nuisance véritable, elle ne montre pas une force de frappe considérable, contrairement à ce que le régime iranien voulait vendre à l'international, mais il y a une force de nuisance sur le terrain que l'on constate, et les négociations ne peuvent pas ne pas avoir lieu face à cette évolution-là. Le régime iranien aujourd'hui serait concrètement le plus grand gagnant d'un résultat de négociation, puisqu'il aurait montré que les dirigeants du régime ont pu tenir face aux États-Unis et Israël, une agression de deux grandes puissances, notamment la plus grande puissance mondiale. Il démontrerait aussi qu'ils ont pu se renouveler malgré l'assassinat ciblé d'un certain nombre de grandes têtes au lendemain d'une révolution importante, ou une révolte, qu'importe, mais qu'ils ont connue en janvier. Et donc ça montre que ce régime est fort et que ses bases le suivent. Et donc, les plus grands gagnants techniquement aujourd'hui d'une négociation, même s'ils la démentent, c'est le régime iranien. C'est le régime des mollahs. Le régime des mollahs, mais que disent
concrètement, en général, Chauvency, ces contradictions entre Washington et Téhéran sur l'état réel des négociations? Est-ce que cette guerre, c'est une guerre des messages ou un rapport de force diplomatique, d'autant plus qu'on a du mal à voir vraiment sur le terrain, pas cette fois diplomatique, mais sur le terrain de la guerre, aussi, il y a des informations contradictoires sur les objectifs ou les cibles qui ont été atteintes d'un côté comme de l'autre. Oui, c'est extrêmement difficile de voir finalement le résultat final attendu. En tout état de cause, moi je partage sur ce qui vient d'être évoqué sur cette, pour l'instant, temporaire victoire diplomatique de l'Iran qui joue sa carte avec quand même des déclarations contradictoires de Donald Trump. On a du mal à savoir ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Donc on a un certain brouillard de la guerre dans le monde diplomatique, ça c'est le premier point. Et il y a aussi sur le terrain, oui, on peut quand même constater que la victoire n'est pas là pour les Américains ni les Israéliens. C'est une réalité, simplement parce qu'une guerre uniquement par des forces, par des frappes aériennes ou de missiles, ça ne permet pas de gagner une guerre. Et à un moment donné se posera la question, même si je pense qu'elle est plus ou moins réglée, d'une intervention terrestre ou pas. L'intervention terrestre est une condition essentielle pour gagner une guerre, mais ça veut dire quand même déployer des milliers d'hommes, sinon des centaines de milliers, pour un pays comme l'Iran, qui fait 3 fois la France, qui fait 90 millions d'habitants, donc ça n'a pas de sens. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'il y a un échec de la stratégie américaine sur l'Iran, manifestement, et que tout devra se dérouler maintenant dans le cadre diplomatique, non pas, dans l'objectif surtout que personne ne perde la face. Et que pour l'instant, celui qui perdrait la face, c'est plutôt Donald Trump, effectivement, comme ça a été évoqué il y a quelques instants, que l'Iran joue sa carte. Et comme en plus vous avez un gouvernement quand même iranien qui est extrêmement fanatisé, qui est convaincu que de toute façon, il va pouvoir s'opposer aux Américains avec succès, eh ben, il n'est pas aujourd'hui, je dirais, réceptif à tout message diplomatique. Alors, ce qui est aussi à retenir, c'est ce message envoyé hier suite à cette affirmation de Donald Trump que les négociations étaient en cours entre des responsables américains et leurs homologues iraniens. Ce qui est intéressant, c'est le démenti des Iraniens qui affirment pour son côté qu'il n'y aura pas d'arrêt de cette guerre tant que les objectifs ne sont pas atteints. Et c'est là la question qu'on se pose aujourd'hui, parce que bien qu'on ne connaît pas réellement les objectifs de Washington, enfin, autre que l'élimination du régime, ou en tout cas le démantèlement du régime iranien. Mais qu'entendent les Iraniens par leurs objectifs? Quels sont aujourd'hui les objectifs qui apparaissent du côté de Téhéran, selon vous, Général Chauvency? Je crois que, est-ce que ce sont les Iraniens qui ont des objectifs ou les gardiens de la révolution? C'est un semble essentiel. Oui. Je pense que ce sont les gardiens de la révolution qui sont au pouvoir. Ils n'ont pas l'intention de céder le pouvoir, car ils savent qu'ils perdraient tout. Je pense aussi que, d'ailleurs, ils seraient peut-être même mis en danger eux-mêmes. Ils ont tout intérêt à avoir un durcissement de la situation, puisqu'ils tiennent le pays. Et comme ils ne peuvent pas être, je dirais, renversés de l'intérieur, ils magnifient finalement leur puissance théorique face aux Américains par une très grande dureté dans les échanges avec l'Amérique. Et constatons quand même que, alors vous avez évoqué finalement le changement de régime. On voit bien que de toute façon, les États-Unis ne sont pas capables de faire changer le régime, de le faire tomber, que je ne crois même plus que ce soit un objectif aujourd'hui, dans la mesure où quand même, rappelons-nous qu'il y a quelques semaines, quand c'était possible avec des manifestations pacifiques du peuple iranien, les Américains n'étaient pas là pour les aider. Alors, ils n'étaient pas là pour les aider parce qu'ils ne voulaient pas. Ils n'étaient pas là pour les aider parce qu'ils n'étaient pas là, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Les moyens militaires n'étaient pas là. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation, un décalage dans le temps. À un moment donné, le peuple iranien pouvait peut-être reprendre le pouvoir. Aujourd'hui, il ne peut pas. Et aujourd'hui, la seule chose qui reste, c'est des forces extérieures et américano-israéliennes. On voit bien que ça ne suffit pas pour faire tomber un régime qui, de toute façon, a lié son avenir, justement, à une victoire, même si elle est dans la communication, face aux États-Unis. Oui, mais est-ce que l'escalade militaire, on le voit, elle ne produit aucune issue claire? Est-ce que vous avez parlé tout à l'heure d'une potentielle intervention terrestre des forces américaines qui sont déjà en route vers le Moyen-Orient? Je parle notamment de ces 2500 Marines, mais ils ne seraient pas les seuls. Donc ma question serait, est-ce qu'on a réellement calculé l'issue de cette intervention militaire de grande envergure sur l'Iran? Je parle bien sûr des États-Unis, selon bien sûr le militaire que vous êtes.
J'ai quand même l'impression que toutes les approches, je dirais, stratégiques militaires n'ont pas été prises en compte. Moi, je suis très surpris depuis le début de cette guerre de voir la grande découverte par les Américains que le détroit d'Ormuz pouvait leur échapper. Là, j'avoue que je ne comprends pas. Ça fait 47 ans qu'on sait que le détroit d'Ormuz est un endroit capital pour l'économie mondiale, y compris d'ailleurs pour les États-Unis indirectement, et que là, il n'y avait manifestement pas de plan qui a été prévu pour assurer la sécurisation de ce détroit contre l'Iran. Donc, c'est pour moi une incompréhension en termes de planification. Alors, peut-être que les Américains ont planifié et que Donald Trump a dit non, on n'y va pas. Je crois que s'il y avait une planification, c'est-à-dire des moyens militaires capables de sécuriser le détroit d'Ormuz, donc avec un plan, avec des moyens, il aurait été mis en œuvre. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les Américains sont pris à défaut. Mince, les Iraniens bloquent le détroit d'Ormuz et on ne peut rien y faire. Et là, je crois qu'effectivement, il doit y avoir un gros problème stratégique au niveau de l'establishment américain. Ce ne serait pas la première fois, parce que le cas fondateur, c'était le Vietnam, rappelons-le. Et c'était une victoire tactique, certes, mais un échec stratégique. Guerre du Vietnam qui avait duré 20 ans. Hein. On ne le souhaite pas pour la guerre qui se passe actuellement en Iran, mais pas qu'en Iran. On va dire que ça touche tout le Moyen-Orient. Ce n'est plus une guerre éclair comme ça a été annoncé au début. Et puis aussi, il y a l'intervention en Irak, en Afghanistan. Nous allons y revenir. Mais avant, vous avez parlé du détroit d'Ormuz. Alors aujourd'hui, même ceux qui ne connaissaient rien à la géographie, ils savent où se trouve exactement le détroit d'Ormuz et à quoi il ressemble. Anas Abdoun, comment se passe aujourd'hui est-ce que c'est un véritable choc pétrolier qui commence, ou qui a déjà commencé? Oui, inéluctablement, et je rejoins ce qui a été dit. En fait, c'est plutôt surprenant de voir qu'un certain nombre d'analystes, ou plutôt de décideurs politiques, pensaient effectivement que le détroit d'Ormuz n'était pas sous le contrôle iranien. En réalité, il est sous le contrôle des Iraniens. Il avait répété maintes et maintes fois, et on savait qu'ils avaient les capacités techniques, militaires et stratégiques de bloquer ce détroit. Je vais répondre à votre question, mais j'aimerais peut-être ajouter un point de nuance sur la question des négociations. Je ne crois pas qu'il faille effectivement caricaturer un petit peu la gouvernance de l'Iran. Ça, c'est fondamental. Il faut vraiment comprendre le pays, son fonctionnement. C'est un pays qui a quand même négocié par 2 fois avec les Américains sur des points très techniques nucléaires, et par 2 fois durant ces négociations, sur le dernier jour, sans qu'on les prévienne évidemment, on les a bombardés par surprise. Une fois, c'était la guerre des 12 jours, et une fois, cette guerre-là. Donc forcément, quand vous avez des canaux de communication officiels ou officieux, forcément, vous avez une forme de méfiance, indépendamment du caractère idéologique du pouvoir ou du régime, chacun appelle comme il veut. C'est presque du bon sens politique. Ensuite, sur les objectifs stratégiques, il est clair que les États-Unis n'avaient pas d'objectifs stratégiques, et il est clair que pour les Iraniens, qui se sentent dans une situation de légitime défense, pour eux, il y a un seul objectif stratégique, c'est que dorénavant, c'est de marquer que le coût politique, économique, énergétique et diplomatique de toute prochaine intervention militaire sera considérable pour finalement faire penser à 2 fois les va-t-en-guerre. C'est ça que jouent actuellement les Iraniens. Pas tant seulement, je pense, le caractère du pouvoir central par rapport à la population, ça, moi, j'y crois pas. Il y a des contestations loin de cette idée qu'on s'en fait que la majorité des Iraniens veulent renverser leur pouvoir. Je pense pas. Mais ce qu'il faut prendre en considération, c'est que ce qu'ils veulent jouer là maintenant, c'est de marquer les esprits et de savoir qu'en fait, l'Iran, c'est un grand morceau. Sur la question maintenant du détroit d'Ormuz. Alors, attendez, juste avant cette question sur le détroit d'Ormuz, est-ce que finalement les services de renseignement israéliens se seraient trompés sur tout cela, sur la nature du régime iranien? Ils le connaissent bien, ils l'ont bien pratiqué. Sur l'importance de cette révolte, outre les médias mainstream et notamment qui disent qu'effectivement c'est vraiment les prémices d'une 2e révolution en Iran. Ils n'ont pas les moyens de savoir ils n'ont pas les moyens d'avoir ces informations. Alors non seulement ils ont les moyens. Vous en parlez comme ça, on sait. Non, nous on le sait. Enfin, je veux dire. Non seulement ils ont les moyens. Et les services de renseignement américains, pardon. Non seulement ils ont les moyens d'avoir les informations, mais en réalité ils les avaient. Je veux dire, il faut bien comprendre qu'aux États-Unis maintenant, on commence à avoir des différentes sources d'informations. Il y avait les propres sources de renseignement américains disaient que le pouvoir ne pouvait pas se renverser comme ça par une intervention militaire, a fortiori
sans mettre de troupes au sol. Ça, c'est la première des choses. Et les Israéliens le savaient, mais l'objectif des Israéliens, c'était d'affaiblir l'Iran parce qu'ils voyaient là une fenêtre d'opportunité stratégique avec la chute de Bachar al-Assad, avec l'affaiblissement du Hezbollah et avec ces contestations politiques à l'interne qui fragilisent le pouvoir, pas au point qu'il soit à terme, mais qui le fragilisent quand même. Non, mais ils savent que le pouvoir, bien que fragilisé, il ne peut être fragilisé que de l'intérieur. Pas de contestation. Évidemment, dans les mais rues. alors l'idée, c'est effectivement pour les Israéliens, vous savez, ce qui importe pour les Israéliens, c'est pas effectivement de libérer la population iranienne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle avait vu une opportunité d'affaiblissement stratégique par rapport à la capacité, notamment balistique et d'influence régionale. C'est ça que voulaient jouer les Israéliens. Et d'ailleurs, il faut bien comprendre, c'est que Benjamin Netanyahou, quand il va à la presse européenne, et quand il va à la presse américaine et à la presse israélienne, c'est trois discours différents. Quand il va aux Européens, il dit qu'il faut libérer la femme iranienne qui est sous le joug de la République islamique. Aux Américains, ils disent vous avez la menace nucléaire et c'est pas possible. Et en Israël, il parle de Amalek. Et donc on est aussi dans une vision pour le coup religieuse. C'est pas l'exclusivité iranienne. Messianique même. Voilà. Et donc tout ça, c'est à prendre en considération dans la complexité de la région, dans la complexité des enjeux et dans la complexité effectivement du conflit qui se passe sous nos yeux aujourd'hui. Alors ce qui est vraiment complexe, et c'est ce qui intéresse beaucoup de gens, entre autres qui nous regardent, c'est ce marché pétrolier et gazier, aujourd'hui, qui est littéralement en choc. Oui, il y a un choc considérable parce que on a beaucoup parlé du pétrole brut et en réalité, le problème, c'est presque plus les produits raffinés que le pétrole brut. Oui. Vous avez à peu près 80% des exportations de pétrole de la sous-région qui passent par le détroit d'Ormuz. Les Saoudiens ont réussi finalement habilement à exporter un certain nombre de bruts à travers la mer Rouge et le port de Yanbu. Vous avez les Émiratis à travers le port de Fujairah et donc le brut circule à peu près, si vous voulez. C'est les Koweïtiens, les Bahrainis, les Irakiens qui sont un petit peu bloqués au niveau de leur production. Par contre, au niveau de toute la pétrochimie, le gaz naturel liquéfié qatari, l'ensemble des produits de raffinage, le jet A1, le diesel, le gazole, etc., eux sont complètement bloqués à 100%. Et c'est la raison pour laquelle quand on voit un baril à 100 ou 115 $, déjà c'est le baril de Brent, celui du Saoudien, le Arabian Light est déjà à 130 $, et la décorrélation avec les plates c'est encore plus importante parce qu'il y a un vrai problème de produits raffinés. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est passé de la guerre des flux aux guerres des stocks. Et ça, oui. ça a échappé à beaucoup de monde. C'est-à-dire oui. qu'il y a eu un certain nombre de déclarations la semaine dernière auprès de l'OCDE, des États-Unis, de l'Union européenne, de dire « mais on va rassurer les marchés, vous inquiétez pas, on a des stocks stratégiques, c'est des centaines de millions de barils, on va relâcher et puis tout va aller comme avant la guerre, si j'ose dire. » Le lendemain, vous aviez la première attaque de drones sur les infrastructures de stockage à Fujairah. Fujairah, c'est 100 millions de barils à 70 km des côtes iraniennes. Et pour le coup, là, les Iraniens vous disent, si vous voulez faire la guerre du stock, on fait la guerre du stock. Mais là, ça vient pas que des Iraniens, ça vient des Israéliens qui ont d'abord, eux, ciblé des installations pétrolières iraniennes. Iraniennes, absolument. C'est une réponse à cette attaque des Israéliens. Les Iraniens répondent à chaque fois au ciblage des infrastructures énergétiques par le ciblage des infrastructures énergétiques dans les pays du Golfe. Ça, c'est la première des choses. Et puis, il y a aussi vos confrères de Reuters qui ont vu qu'en fait, une des explosions à Babco, donc Bahrain Petroleum Corporation, a été faite par un missile américain. Et donc, il y a aussi soit des erreurs stratégiques. Les Iraniens, forcément, sautent sur l'occasion pour dire, regardez, c'est des attaques faux drapeaux. On est dans la confusion, dans le brouillard de guerre, effectivement. On est dans le brouillard de guerre et on ne sait pas, effectivement, vous avez parlé de ces stocks stratégiques de l'Agence internationale de l'énergie qui ont annoncé à 2 fois libérer justement une partie des stocks stratégiques. On va parler surtout des stocks aussi stratégiques des pays. Mais avant, Hafid Boutaleb, au-delà des marchés, au-delà de ce... C'est un broglio. Oui, de cet imbroglio, de cet effet domino, de cet effet même papillon. Il y a certaines positions publiques, notamment alors, on l'a vu, ce n'est pas confirmé, c'est le Wall Street Journal, il me semble, qui avait cité cela, mais qu'il y aurait des pays du Golfe qui seraient prêts à se joindre à la coalition Israël-États-Unis pour attaquer l'Iran. Est-ce que cette rumeur serait plausible selon vous? Et aussi une autre rumeur que le Koweït ait lancé des missiles envers l'Iran. Alors pour le moment, c'est difficile d'affirmer cette rumeur. Parce que conditionnel. Le Koweït aurait lancé aujourd'hui des missiles envers l'Iran. Le Conseil de coopération du Golfe ne va pas dans ce sens-là. Et les réunions qu'ils ont eues des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe ne sont pas non plus allés dans ce sens. Ce que l'on peut souligner, c'est que clairement, ce voile de tension entre
l'Iran et les pays du Golfe va dans le sens des intérêts d'Israël. Et ça, c'est un des acquis d'Israël dans cette guerre, c'est d'avoir rompu cette dynamique de réinsertion de l'Iran dans son voisinage qui avait été définitivement rompu dès 1980 avec l'invasion irakienne. Donc là-dessus, c'est retour à la case départ et l'Iran va devoir travailler difficilement d'une certaine manière pour pouvoir reconstruire ce qu'ils avaient pu acquérir sous la houlette de la Chine, qui avait tout fait pour rapprocher notamment les deux géants de la région, que sont l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc il y a un avant, un après, 28 février là-dessus. Maintenant, de voir les pays du Golfe se joindre à cette coalition des États-Unis et des pays du Golfe, ça semble difficile. Et il y a eu le ministre des Affaires étrangères turc Hakan Fidan qui s'est déplacé récemment en marge de ces réunions du Conseil de coopération du Golfe pour insister à partir de Doha et dire que le plus grand bénéficiaire de cette escalade, c'est l'État d'Israël. Donc la Turquie aussi serait hostile à cette réaction des pays du Golfe. Et on sait qu'il y a eu ce rapprochement entre le Pakistan, la Turquie et l'Arabie Saoudite qui ont scellé un pacte militaire pour faire face justement aux ambitions hégémoniques d'Israël dans la région. Donc là-dessus, ça irait trop dans le sens d'Israël. Et ça ferait perdre d'une certaine manière les opinions publiques locales avec leur exécutif. D'une certaine manière, là, on a des pays, des opinions publiques des pays arabes, certes, qui ont une certaine rancune vis-à-vis de l'Iran, qui ne cesse de les pilonner, mais il y a aussi une compréhension claire des enjeux et une compréhension du niveau d'implication d'Israël dans cette escalade. Donc Israël serait gagnant et l'Iran aussi, parce qu'elle a démontré sa capacité de résilience, mais aussi de réponse. Alors l'Iran, je ne suis pas sûr qu'on peut parler de résilience. Hein. Le régime n'est pas à l'agonie, mais il est extrêmement en difficulté. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? En sachant que ça n'a pas arrêté, c'est-à-dire que les réponses, que ce soit envers Israël ou que les pays du Golfe, que sur les installations militaires américaines dans ces pays-là, que ce soit pour les infrastructures stratégiques dans plusieurs pays. Anas parlait tout à l'heure de Fujairah. Il n'y a pas que le Fujairah. Mais le rythme a diminué des attaques. Le rythme a diminué et on sait que l'administration américaine envisage aussi des sanctions ciblant les providers de matériel. Alors en parlant de sanctions, il y a un autre gagnant de cette guerre, c'est la Russie, puisque les États-Unis ont levé les sanctions sur le pétrole russe. Ouais, clairement. Donc là, on a Israël qui gagne, la Russie qui gagne, les États-Unis. Ils gagnent aussi puisque les clients de la Chine en Asie du Sud-Est sont en grande difficulté. Ce sont les principaux clients de la Chine, sont en grande difficulté. Donc les carnets de commandes ont diminué. Là-dessus, il y a une perturbation. Et les États-Unis gagnent aussi du fait du prix élevé du baril. Ils ont un grand nombre de producteurs de barils de gaz de schiste, enfin de grand nombre de producteurs de gaz de schiste. Et le gaz de schiste ne devient rentable qu'à partir d'un certain seuil. Donc là-dessus, ils sont aussi gagnants. Ils ne sont pas véritablement perturbés directement, en tout cas en comparaison avec les marchés européens, par ce blocage du détroit d'Ormuz. Mais c'est clair que si cette situation venait à durer, le marché américain, le consommateur américain, commencerait directement à avoir l'impact et la réaction serait une sanction, un vote sanction lors des prochaines midterms. On n'en est pas jusque-là, on n'en est pas là. Alors, je vous interromps. Mais c'est trop tôt pour dire que les Américains sont les grands perdants, pas du tout, ils ne sont pas perdants. Alors, je vous interromps peut-être pour interpeller Anas Abdoun, qui est spécialiste donc de ces questions énergétiques. Déjà à la pompe aux États-Unis, il y a une hausse de 30% quand même. Il faut le rappeler. Vous avez parlé des pays d'Asie du Sud-Est. Il y a par exemple les Philippines, qui sont un pays qui importe l'entièreté de ses besoins énergétiques en hydrocarbures. Aujourd'hui, le président des Philippines a annoncé une urgence énergétique, un état d'urgence, énergétique. Est-ce qu'on se peut-être dirige vers des cas de rupture de stock pour
Alors, utiliser un peu c'est pas impossible. C'est vrai que, bon, alors pour revenir sur les États-Unis, il est vrai que c'est quasiment les premiers producteurs. Ils peuvent monter à 18-19 millions de barils par jour. Cela dit, l'économie ne peut pas se permettre, si vous voulez, une hausse au-delà des $100. C'est-à-dire à $65, $70, les technologies d'extraction ont tellement évolué que le gaz et pétrole de schiste reste rentable, mais passer les $90, c'est mauvais pour l'économie américaine. Même s'ils sont producteurs, ça reste un pays qui a besoin d'une énergie peu chère. Et donc c'est la raison pour laquelle je crois qu'économiquement, les Américains ont pris un coup, et politiquement aussi, parce que la guerre est très impopulaire aux États-Unis. Ça, c'est la première des choses. Sur la question maintenant sur le volet énergétique, c'est vrai qu'il faut faire preuve peut-être un peu de pédagogie. C'est que vous avez quasiment entre 85 et 90% des exportations de la sous-région, donc des pays du Golfe, qui vont vers l'Asie, vont pas vers l'Europe. Essentiellement, c'est vers l'Asie et vers les raffineries asiatiques. Et beaucoup de pays, notamment, vous citiez les Philippines, mais beaucoup d'autres, ont des contrats à terme exclusifs avec un certain nombre de pays dans la sous-région, donc avec les Saoudiens, les Émiratis. Et ce n'est pas des contrats de pétrole brut pour pouvoir raffiner derrière, c'est des contrats de produits raffinés. Et comme je le disais, les produits raffinés étant 100% bloqués, eh bien forcément, ça demande un certain nombre de temps, soit de revenir sur le marché en essayant d'avoir des marchés spot, pour combler un petit peu les contrats à terme, parce que beaucoup de compagnies pétrolières nationales ont déclaré cas de force majeure et donc ils ne peuvent pas honorer leurs contrats à terme. Sauf que les marchés sport, il y a des vraies tensions sur le marché. Quand vous avez dealé pendant les 10 dernières années avec uniquement les pays du Golfe, aller chercher des alternatives en Amérique, en Europe, c'est des choses qui se mettent en place et c'est pas forcément intuitif. Vous avez aussi la capacité de stockage d'un certain nombre de sous-pays, de pays dans la sous-région qui n'étaient pas aussi élevés. Et puis la question se pose aussi souvent sur la Chine. On dit souvent que la Chine est un des premiers importateurs de produits de la sous-région, ce qui est vrai. L'avantage de la Chine, c'est qu'elle importe souvent du brut parce qu'elle a ses propres raffineries, premier point. Et puis elle a la première réserve mondiale, c'est-à-dire c'est 1,2 milliard de barils qui sont stockés. Ils étaient à ras-bord, comme s'ils avaient vu un petit peu les choses venir. Non, mais je pense qu'ils avaient vu les choses venir évidemment. Aussi depuis la guerre des 12 jours. Des 12 jours, absolument. Et puis un des points aussi, c'est qu'effectivement, ils ont considérablement accéléré leur transition énergétique, notamment sur les besoins industriels. Donc finalement, si vous ajoutez à cela avec quelques réglementations de la part d'un certain nombre de raffineries qui n'ont plus le droit d'exporter des produits sous-raffinés comme le diesel ou comme le gazoil ou comme le jet A1, en fait, qui sont vraiment des produits sous tension, eh bien la Chine en fait voit l'avantage sur le long terme. Bien sûr qu'elle paye un petit peu le coût sur ses approvisionnements, mais elle a préparé ses approvisionnements, tandis que l'avantage, si vous voulez, sur le terrain, de voir les États-Unis trébucher sur une puissance moyenne d'un point de vue militaire et avoir un petit peu ce remontée de renseignements, voir les capacités d'interception américaines s'effondrer, alors qu'en face, vous avez, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a vu des capacités d'interception de missiles THAAD qui ont été délogés de Corée du Sud pour les amener au niveau d'Israël. Ça, c'est des signaux extrêmement positifs, notamment pour l'état-major chinois. Je laisserai le général s'exprimer là-dessus. Mais enfin, j'imagine qu'ils doivent dire s'il y a un momentum dans le court terme, il n'y a pas meilleur moment que ce moment-là. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir cette nouvelle forme de guerre. On l'a vu déjà en Ukraine, avec ces moyens qui sont... On peut dire qu'il y a ce n'est pas réellement équilibré, mais l'efficacité de ce genre de matériel qui ne coûte pas grand-chose finalement, Général Chauvency, mais dont les effets et les impacts coûtent 10, 100, voire 1000 fois plus cher qu'un drone. Oui, on est bien dans cette asymétrie des équipements militaires et de leur efficacité, ça c'est une réalité. Qui est surprenant, c'est que ça n'a pas été anticipé, mais quand vous regardez aujourd'hui, enfin depuis un an, si vous prenez toutes les déclarations du Pentagone et du secrétaire d'État à la Défense, un effort majeur est donné dans l'industrie de défense américaine pour trouver les moyens de combattre, d'une part, les drones adverses et aussi pour s'équiper en moyens de drones. Avec des capacités énormes, avec d'ailleurs des contraintes sur les industriels extrêmement fortes, notamment, ça a été décidé il y a un mois, c'était par exemple de dire aux industriels qui ne produiraient pas assez vite et pas assez bien, interdire le versement de dividendes aux actionnaires. Donc vous voyez, il y a toujours le lien de l'économie et la défense. Donc on est bien dans cette perspective de, oui, les choses n'ont pas été anticipées. Comme tout à l'heure, je parlais du détroit d'Ormuz et ce manque de planification pour assurer la sécurisation d'un détroit fondamental. Et bien là, on a aussi l'impression qu'il y a eu une négligence américaine sur ces questions-là, dans ce type de conflit, malgré les enseignements de l'Ukraine. Mais je crois qu'il y a pas...
il y a parfois le résultat finalement d'une certaine arrogance des États-Unis. D'un autre côté, je pense qu'à terme et très rapidement, et on le voit déjà dans tous les comptes rendus qu'on a sur l'industrie américaine, l'objectif est bien de très rapidement d'élever le niveau opérationnel de tous ces moyens-là, d'avoir des armements moins chers. Et évidemment, on soulignait la batterie THAAD qui a été déployée depuis juin dernier, en Israël. Mais n'oublions pas qu'il n'y en avait que 7 de disponibles pour toute l'armée américaine. 7 uniquement. Par contre, vous avez un contrat qui vient de passer il y a une semaine où il demandait à l'industriel qui fabrique les missiles intercepteurs de passer de 96 par an, c'était 96 par an, et pas beaucoup, de passer à 400. Donc aujourd'hui, vous avez une industrie américaine qui est en place. Oui, je pense que rien ne sera prêt pour résoudre le conflit en Iran ou ailleurs, mais vous avez aussi cette montée en puissance. Et comme vous avez évoqué il y a quelques instants la place de la Chine, n'oublions pas que l'ennemi principal, et je dis bien ennemi principal des États-Unis, c'est la Chine. Et que même si elle profite actuellement d'un certain nombre de situations particulières, de voir les États-Unis empêtrés, ça n'empêche que de l'autre côté, les États-Unis se préparent à la guerre, et en gros, en 2027. C'est ce qui est affiché, je dirais, au niveau du Pentagone. En 2027, on doit être prêt. Et donc, ces combats qu'on a, ces guerres qu'on a actuellement, ne sont que des guerres, entre guillemets, intermédiaires, où l'armée américaine se fait les dents, dans la perspective d'un conflit majeur, si jamais il devait avoir lieu, d'ici 2 ans. Mais quel facteur détermine la crédibilité d'une intervention au sol, général Chauvency, dans le cadre de ce que vous dites? C'est-à-dire s'ils sont réellement en train de se préparer pour peut-être une guerre plus importante avec l'ennemi juré, à savoir la Chine? Oui, tout à fait. Et alors maintenant, les forces terrestres, on en a beaucoup parlé, mais n'oublions pas qu'on est en gros à l'équivalent d'environ une petite brigade de 5000 hommes, entre les Marines d'un côté et les parachutistes de l'autre. Ensuite, on ne voit pas des Américains mettre un pied en Iran. En revanche, moi j'ai une hypothèse, mais qui n'est qu'une hypothèse, bien entendu, je n'ai pas de source particulière. On en a parlé, c'est l'île de Kharg. L'île de Kharg, par exemple, et quand même, on est dans l'énergie et dans le pétrole. Je pense que si les Américains avaient arrivé à s'emparer de l'île de Kharg, et ça ne peut pas se faire par des avions, ça veut dire aussi que 92 à 95% des capacités d'exportation en pétrole de l'Iran seraient sous le contrôle américain. Et je pense que là, il y aura une donnée d'échange qui imposerait des négociations et mettrait peut-être un peu le couteau sur la gorge des Iraniens. Maintenant, il faut réussir une telle opération. Et une telle opération qui est possible par un héliportage, pas par des marines venant par des navires, parce que ces navires ne passeront pas le détroit d'Ormuz, mais peut-être par d'autres voies. Ça veut dire, en gros, on prend cette île, on accepte les coûts d'abord, parce que ça veut dire qu'il y aura des morts. Et comme on l'évoquait il y a quelques instants, la sensibilité de l'opinion publique américaine est très forte sur les boys qui pourraient être tués au combat, surtout avec une guerre impopulaire, ça a été évoqué tout à l'heure. Mais ça veut dire que accepter les morts veut dire un coup politique pour Donald Trump. S'il réussit son affaire en réellement une opération militaire de type terrestre, et que ça réussit, il en sortira magnifié, mais il y aura un risque énorme en cas d'échec ou même d'échec partiel avec des pertes trop importantes. Et là, j'appelle ça d'échec partiel. Et là, finalement, ça a complètement décrédibilisé, justement, dans l'optique des midterms de novembre, et surtout vis-à-vis de son électorat qui est contre la guerre hors des États-Unis. L'opinion publique proche de Trump ne veut pas de nouvelles guerres type Irak ou Afghanistan. Oui, Irak ou Afghanistan, et c'était justement les dernières guerres qui ont été menées par les États-Unis. On parlait tout à l'heure d'entamer une guerre sans en connaître réellement ou sans vraiment prévoir la sortie. J'ai évoqué l'exemple du Vietnam, mais vous venez d'en parler. L'Irak aussi était un exemple. L'Afghanistan aussi, on l'a vu, on voulait chasser les talibans. Finalement, c'est les Américains qui ont été chassés de l'Afghanistan, pour ne pas dire, bon, ils ont décidé de quitter l'Afghanistan. Il y a eu toute la coalition derrière. Mais aujourd'hui, la guerre aussi se joue sur les marchés. Est-ce que cette annonce aussi de mener des négociations hier, Anas Abdoun, par le président américain sur son réseau social Truth, est-ce que finalement les marchés sont aussi sensibles à la parole présidentielle américaine ? Oui, de moins en moins, mais là encore objectivement. C'est-à-dire qu'en fait, on est tellement dans une période où c'est la géopolitique qui dicte plus que finalement l'offre, la demande et toute autre donnée économique. Et donc forcément, l'ensemble des traders sont très sensibles aux déclarations.
On se souvient, il y a de cela 15 jours, ça nous paraît loin maintenant, où Donald Trump disait la guerre en Iran est presque terminée, c'est l'affaire de quelques jours. Oui. Et on avait vu une baisse directement de $100 à $90 le baril de Brent à l'instant T. À ce moment-là, on pensait encore que si Donald Trump ne veut plus faire la guerre, les Iraniens suivront. Or maintenant, les marchés ont intégré qu'en réalité, les Israéliens aussi, hein, on a oublié quand même. Oui, autant, exactement. Autant les Américains et les Israéliens ont déclenché la guerre, autant vraiment, je pense, les politologues et les traders et les analystes ont intégré que c'est les Iraniens qui vont déterminer vraiment la fin de la guerre. Ça ne veut pas dire qu'ils pourront tout seuls effectivement tenir, mais tant qu'ils ne sont pas prêts à des négociations, tant qu'ils ils vont partir tant qu'ils n'ont pas intégré en fait le fait que le coût politique et diplomatique n'était pas suffisant, eh bien il serait trop tôt finalement de parler de paix objectivement. Sur la question des marchés, on l'a vu, il y a eu 2 effets d'annonce. La première annonce, c'était celle de Donald Trump, oui, avec l'idée du fameux j'en perds le mot, le fameux 48 heures avant de bombarder les centrales électriques s'il n'y a pas la réformature. L'ultimatum qui a été repoussé. Oui, sur la réouverture du détroit d'Ormuz, à ce moment-là, on avait vraiment un pic au niveau des marchés pétroliers parce que tout le monde avait vu le scénario. Le premier, c'est que les Iraniens n'allaient pas réouvrir le détroit d'Ormuz parce que les Américains les menacent. Ça fait comme 50 ans qu'ils les menacent et 50 ans qu'ils en font qu'à leur tête, donc ce n'est pas maintenant qu'ils vont changer, première chose. Et puis deuxième chose, on commence à comprendre effectivement la rétorsion iranienne, c'est-à-dire si vous tapez une infrastructure énergétique, je rétorque avec une infrastructure énergétique dans les pays du Golfe. Si vous attaquez une infrastructure critique, notamment la production d'électricité, ce qui, entre parenthèses, en termes d'efficacité est nul, la plus grande centrale électrique, il y en a 500 des centrales électriques en Iran, la plus grande, elle produit à peu près 5% d'électricité. Par contre, dans les pays du Golfe, la plus grande, c'est 50% de l'électricité des différents pays. Donc là, et l'Iran le sait. Et l'Iran le sait, et les marchés le savent. Et donc là, on a vu tout de suite une hausse des prix considérable parce qu'ils disent, en fait, Trump, loin de calmer les marchés, en fait, est en train d'enflammer effectivement cette tendance haussière. Et puis, patatras, 24 heures après, on se rend compte qu'on fait que chauffer les marchés, si je puis dire. Et donc, on revient sur cette déclaration dont, finalement, on se donne 5 jours parce qu'il y a de très bonnes négociations et que, finalement, alors d'un coup, les Iraniens sont 48 heures avant un régime avec lequel on ne peut pas parler, c'est le régime des mollahs et des fous furieux. Puis 24 heures après, on a de très bonnes négociations, c'est des gens sérieux. Et donc, en fait, les marchés sont aussi très préoccupés parce qu'on voit que les seuls qui donnent des indices au marché, c'est Donald Trump, et ça va dans tous les sens. C'est des déclarations guerrières. 24 heures après, c'est des déclarations de paix. Il déclare que l'armée iranienne est complètement à genoux, il n'y a plus de problème au niveau de la Navy, au niveau de la puissance aérienne. En gros, on a gagné la guerre. Et puis 24 heures après, il demande à la Chine et aux États de l'OTAN de venir l'aider à ouvrir le détroit d'Ormuz. Et donc, il envoie des signaux, et on sent que finalement, c'est 2 choses qui ne sont pas susceptibles de rassurer les marchés. Premièrement, on reconfirme qu'il n'y a pas d'objectif stratégique, ni politique, ni militaire. Et la deuxième chose, annoncé, effectivement... en tout cas, parce que bon... Et là, en tout cas, ceux qui sont annoncés ne comptent... Oui, là, on a l'impression qu'il n'y en a pas du tout, parce qu'il y a une dizaine d'objectifs. Il y a eu une dizaine d'annonces sur les objectifs stratégiques. C'était soit le nucléaire, c'était soit le balistique, soit le changement du régime, oui, soit les droits de l'homme, soit affaiblir le... Enfin, il y a une dizaine d'annonces en 25 jours de guerre, donc ça ne rassure pas les marchés. Oui. C'est ce que je disais, première chose. Et puis, deuxièmement, on voit en fait c'est presque un état de panique, parce qu'on est dans la déclaration sur Truth Social ou à travers des médias, quasiment 2 fois par jour et des choses qui sont très contradictoires. Jusqu'où peut arriver le baril sur ces annonces contradictoires? Écoutez, si la guerre continue sur le même niveau d'intensité et qu'on ne voit pas un changement au niveau je dirais, du côté iranien ou du côté américain, puis surtout du côté israélien, parce qu'on comprend qu'à chaque fois il y a des petits accords de paix, les Israéliens veulent les saboter, on peut largement dépasser les $150 et au-delà, ça ne fait aucun doute. Parce que là encore, on arrive à jouer sur la question des stocks et la reconfiguration des flux du marché. Jusqu'à quand? Sachant que, et ça c'est un point fondamental, c'est que le détroit d'Ormuz, ce n'est pas la dernière carte énergétique de l'Iranien. Loin s'en faut. Ils peuvent bloquer le golfe d'Oman, ils peuvent bloquer le détroit de Bab el-Mandeb à travers les Houthis. Et donc là, pour le coup, ils peuvent bloquer toute la production et de brut et de raffiné. Et là, vous avez un prix du baril au-dessus des $200, je vous le garantis. J'espère pas. Je ne me garantissais pas. Mais en tout cas, on voit que les lignes rouges sont dépassées d'un côté comme de l'autre quotidiennement depuis le début, depuis ce 28 février, début donc des frappes israélo-américaines sur l'Iran. Premier jour, on parlait de changement de régime, je retiens cela. Premier jour, le guide suprême a été éliminé. Ensuite, ça a été vraiment des annonces quasi quotidiennes d'élimination de grandes figures du régime
jusqu'à Ali Larijani, hein, cet homme fort du système, j'ai envie de dire, sécuritaire. C'est le numéro 1 du système sécuritaire iranien. Il a été remplacé, une nomination de Mohamed Bagher Zolradr. Que signifie cette nomination dans l'équilibre interne du régime iranien, Hafez Boutaleb, ainsi que les autres nominations? Alors, Zolradr avait été assistant du frère de Larijani, qui est toujours au pouvoir, lorsque à ce moment-là, il était Chief Justice. Aujourd'hui, donc, il dirigeait le système judiciaire iranien. Aujourd'hui, il est donc à la tête de ce conseil de discernement, voilà, le conseil du discernement des experts religieux des ayatollahs. Donc, il connaît bien le clan Larijani, qui est proche du clan Khamenei. Sadegh Larijani, autre faucon du régime aussi, toujours en charge donc de ce conseil de discernement. Ça signifie que le régime parvient à se renouveler, parvient à toujours faire remonter, donc la pépinière est là, faire remonter de nouveaux visages, mais qui sortent tout droit de l'école des gardiens de la Révolution. Donc c'est le cœur idéologique du régime. Il n'y a pas de parti, ce sont les deux, ce n'est pas de parti comme à l'époque, le parti unique, mais ce sont d'abord les gardiens de la Révolution et le corps des 200 000 ayatollahs qu'il y a en Iran. Donc c'est les deux piliers véritables de ce régime on a un renouvellement. Donc on n'est pas dans une logique de changement de régime. Pareil pour Baker Ghalibaf, que Politico annonce être celui qui serait en négociation aujourd'hui avec Donald Trump, oui, qui jouit de l'onction populaire démocratique, puisque, entre guillemets, si on peut parler de ça pour le régime iranien, il est à la tête donc du Parlement unicaméral, de la seule chambre du Parlement iranien. Et donc il a cette onction démocratique que pourraient les Américains, parce qu'il est élu au suffrage universel. C'est la seule assemblée qui est uniquement élue. Il n'y a pas de nomination de la part du guide suprême. C'est l'unique assemblée élue par le peuple iranien. Et il reste aussi un des grands faucons du régime, Ghalibaf. C'est celui aussi qui prend le micro pour insulter directement Donald Trump. Il l'a fait juste la dernière des dizaines de jours avant cette guerre pour insulter directement Donald Trump. Et c'est avec lui, selon le journal, le média Politico, qu'aujourd'hui les Américains seraient en train de négocier. Il y a aussi les visages policés du régime, on les oublie souvent, mais effectivement, Arakji, le ministre des Affaires étrangères, qui est toujours là, le président, Masoud Pezeshkian, qui aussi jouit d'une onction populaire, mais qui, d'une certaine manière, ne vient pas de l'école véritablement des gardiens de révolution ou des ayatollahs. Donc il ne vient pas du cœur du régime, mais ce sont les visages policés qui pourraient aussi être appelés à cette transition de laquelle les Américains appellent de leur vœu. Ils souhaitent une transition, ce qui semble aujourd'hui quasiment hors de propos. Il n'y a pas eu et c'est une des raisons pour lesquelles on parle d'un échec de la part des États-Unis, puisqu'il n'y a pas eu de défection au sommet du régime, ni même à l'étranger, dans les chancelleries, dans les ambassades plutôt, de la République islamique d'Iran, un peu partout dans le monde. Il n'y a pas eu de défection d'ambassadeurs, de consuls, de conseillers militaires, et c'est souvent ce qui se passe pour annoncer la chute prochaine ou le changement prochain d'un régime. Rien de tout cela pour le régime iranien, donc ça laisse supposer que le régime est bien assis. Bien au contraire, le média, le quotidien The Times, quotidien britannique, parle vraiment d'une répression en ce moment, en pleine guerre face à cette coalition israélo-américaine. Il y aurait toujours une répression conduite par les Basiji, qui n'ont toujours pas de commandant, mais aussi conduite par les autres branches donc des gardiens de la Révolution. Qu'est-ce qui fait que, malgré les différentes branches, malgré qu'on ait soi-disant étêté ou qu'on ait coupé la tête à ce régime, selon les allégations des Américains et des Israéliens, qu'est-ce qui fait que, malgré les différentes branches, il n'y ait pas de confusion, il n'y ait pas non plus de compétition entre ces branches pour qui va prendre le lead? Alors, il y a peut-être une compétition, il y a toujours des dirigeants de haut niveau qui appartiennent à l'ancienne opposition.
c'est-à-dire l'opposition issue des ayatollahs, issue du régime. Ce sont les réformateurs, notamment on parle par exemple de Mohamed Khatami, il y a aussi l'ancien président, les anciens présidents toujours en vie, Hassan Rouhani par exemple, il y a Mahmoud Ahmadinejad peut-être, mais c'est-à-dire s'il y a compétition, elle n'apparaîtra pas puisqu'elle se fait au sein du régime. Ce qui est sûr, c'est que cette guerre a affaibli le clan des réformateurs qui souhaitaient reposer sur cette contestation de la rue pour pousser à une pression au sommet du pouvoir et essayer d'amener plus d'inflexion au sein des dirigeants du régime. Aujourd'hui, avec cette guerre, ce sont les conservateurs qui tiennent le haut du pavé et c'est bien, ils resteront longtemps dans cette position parce que ce que l'on n'a pas compris, c'est qu'il y a deux oppositions en Iran. Il y a celle en interne qui est plus patriotique que contestataire, qui n'accepterait pas de se soumettre à une invasion ou dictat d'une nation étrangère, même s'il va dans le sens d'une plus grande démocratisation, mais il se méfie donc des dictats issus de l'étranger. Et il y a celle de l'étranger, soutenue par Israël, et c'est cette trop grande proximité entre cette opposition et l'État d'Israël qui l'a vidé de son appui populaire, ou en tout cas qui a réduit l'appui populaire en Iran pour cette opposition trop proche jugée, trop proche de Tel Aviv et de l'agenda de Benjamin Netanyahou. Donc finalement, aujourd'hui, on a des réformateurs iraniens, mais qui préfèrent que leur régime survive ou survivent à leur projet de réforme, plutôt que de se rapprocher des dirigeants et de chancelleries étrangères. Et on a une opposition à l'étranger qui est trop proche de la CIA, trop proche du Mossad, pour avoir une quelconque crédibilité au sein de la population. Oui, trop loin pour juger, ni juger, effectivement, mais aussi ils sont loin de l'Iran. Ils ne sont pas en Iran, ils sont à Paris, ils sont à Washington. C'est ça. Et à LA aussi, oui, parfaitement. Trop loin des préoccupations du quotidien du peuple iranien. Et ce qui me fait venir à cette conclusion que si on doit faire un parallèle avec une ancienne intervention militaire, ce n'est pas l'Irak, ce n'est pas le Vietnam, c'est plus celle de Suez en 1956, une intervention militaire qui a finalement renforcé le pouvoir de Nasser. On se souvient. Et donc c'était ça dans laquelle il y avait eu Britanniques, Français et Israéliens. Le coup politique avait été fort pour les Britanniques et les Français. Et c'était le régime finalement de Nasser qui s'était renforcé. Les Américains sont en train peut-être d'étudier les options pour ne pas en arriver à ça, c'est-à-dire avoir un coup politique qui soit trop fort, une victoire donc à la Pyrrhus. Ils sont en train d'étudier les options pour pouvoir vendre une idée de transition face à un régime qui était très affaibli en janvier, avec 30 000 morts. Ils sont en train de la vendre à qui? Oui, ils sont en train de la vendre à qui? Moi, je comparais aussi, je comparais à 73 et pas avec, cette fois avec Sadat. Et effectivement, cette grande surprise et ce coup qu'il a porté aux Israéliens parce qu'ils ont sous-estimé la capacité des Égyptiens à attaquer. Ils l'ont fait. Et bon, ça a été sauvé in extremis, bien évidemment, par les Américains. Mais en tout cas, là, c'est la grande surprise que crée l'Iran. Nous sommes à la 4e semaine. Donald Trump parlait de quelques jours. Il a même parlé d'une excursion. Mais il n'y a pas de force de frappe iranienne. Alors, le factuel dit le contraire. C'est une force de nuisance. C'est une force de nuisance avec l'impact qui touche le monde entier. Non, c'est différent, mais en tout cas, ça a touché les intérêts américains et voire même l'avenir des États-Unis au Moyen-Orient. Alors moi, ce que je me pose comme question, comme beaucoup d'observateurs aussi, de cette guerre, qui suivent cette guerre, vous avez parlé que le régime tient, voire même qu'il a été renforcé par cette attaque ou cette guerre sur l'Iran. Général Chauvency, militairement, comment l'Iran tient ? D'abord, je sais pas, le gouvernement, ce qui vient d'être dit, je dirais les conservateurs, que je dirais plus que conservateurs, je dirais presque les extrémistes restent au pouvoir. Déjà, si le pouvoir politique reste, le reste peut suivre. Il a été évoqué les Bassidji. Effectivement, quand vous avez une milice qui tient les rues en interne dans les villes iraniennes, déjà, il ne peut pas y avoir de révolte iranienne. Non, mais militairement, général, militairement, comment cette force de frappe iranienne, qu'est-ce qui l'a fait tenir dans le temps, avec tous les impacts qu'on voit quasi quotidiennement depuis le 28 février?
En fait, on ne sait pas très bien ce qu'il y a comme capacité militaire. Je pense que c'est la question que vous posez, en termes notamment de nuisance par les missiles. J'utilise le mot nuisance, vu quand même le résultat relativement modeste au final. Hein. L'affaire des drones aussi. Donc aujourd'hui, les Quand Iraniens, vous dites l'effet modeste, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de victimes ou qu'est-ce que vous appelez par impact modeste? Pour moi, un missile doit être capable de détruire la cible pour laquelle il est destiné. Donc, on détruit une base, on détruit un radar, on détruit un bateau, on détruit un commandement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit du côté iranien? Des missiles qui ne détruisent pas vraiment du matériel militaire, des équipements militaires, qui détruisent des infrastructures civiles qui sont peut-être très mal protégées ou pas protégées et qui tirent aussi sur des zones résidentielles. Parce que, non pas parce que forcément que ce soit voulu d'ailleurs, hein, parce que la guerre, c'est pas aussi simple que ça, c'est simplement peut-être parce que les capacités militaires employées ne sont pas aussi performantes qu'on le croit. En revanche, médiatiquement, par l'image que l'on donne, par l'information qu'on donne sur le sujet. Oui, les missiles est arrivé à son chemin. Mais quand vous en avez 9 sur 10 qui ont été détruits en cours de vol, on voit bien que l'effet militaire est faible. En revanche, l'effet psychologique est énorme. C'est ça, nous avons plusieurs effets. L'effet militaire en tant que tel, pour moi, est quand même très faible. Et d'ailleurs, regardez ce qui se passe dans le Golfe. Même si on parle du détroit d'Ormuz et de son contrôle par les Iraniens, c'est quelques drones qui attaquent quelques navires de temps en temps. Je suis même pas certain qu'aujourd'hui, est-ce que les Iraniens peuvent faire plus? Est-ce que les Iraniens ne calibrent pas non plus leur attaque de telle façon qu'on entretient dans le temps, justement, cette menace? Parce qu'au bout d'un moment, pour faire un missile de 1000 km, qui a une portée de 1000 km, il faut quand même 1 mois et 3 mois, si c'est une chaîne industrielle. Ensuite, quand vous avez toutes les industries qui sont détruites et bombardées par les Israéliens et les Américains, on doit bien dire aussi que la capacité de production devient faible. Donc, il y a, à mon avis, quand même un affaiblissement dans le temps iranien. Le seul problème, c'est qu'on n'a que des chiffres venant du côté israélien sur le nombre de missiles potentiels des Iraniens. Donc, on a un doute. Moi, ce qu'on constate aujourd'hui, quand on voit tous les chiffres, c'est qu'en fait, il y a quand même une diminution des frappes par missile, qui sont la menace principale. Par contre, les drones, c'est plus important. Voilà. Donc, on est dans un flou. Pour l'instant, on pourrait considérer que les capacités militaires iraniennes tiennent par leur capacité psychologique à influer sur notre perception. Ils ont parfois des frappes qui fonctionnent bien, mais c'est quand même très aléatoire. C'est pas eux qui vont gagner la guerre militaire. Maintenant, est-ce que dans la durée, plusieurs semaines, seront-ils capables de tenir? De l'autre côté, est-ce que les Israéliens et les Américains seront capables de suivre, je dirais, l'intensité du conflit? Et on remarque aujourd'hui qu'il y a de moins en moins de cibles qui sont frappées, que ce soit par les Israéliens ou par les Américains. D'abord parce qu'il y en a peut-être beaucoup moins, et qu'à un moment donné, ils devront se poser la question, mais on frappe sur quoi? Quelle est la cible? Et plus beaucoup, à part effectivement les éliminations physiques des dirigeants. Voilà, donc aujourd'hui, je pense qu'on est dans l'attrition normale de la guerre. Exact. À petit, on va voir un petit peu ce qu'il reste et vraisemblablement un affaiblissement parce qu'on ne peut pas produire ce que l'on veut en temps de guerre, surtout quand on est bombardé tous les jours. Oui, guerre asymétrique et guerre d'attrition, et puis on verra qui a assez de souffle, j'ai envie de dire, pour continuer. Mais en tout cas, nous approchons dans quelques jours, vraiment les 4 semaines bouclées de cette guerre. Personne n'en voit l'issue. Est-ce qu'on peut encore parler d'une médiation? Très rapidement, messieurs. Anas Abdoun. Je crois pas. Je crois qu'inéluctablement, de toute manière, il n'y a personne qui va gagner la guerre militaire ou perdre la guerre militaire. Inéluctablement, on va aller sur des négociations. Et ce ne sera pas des négociations avec les conditions maximales de Donald Trump avec l'arrêt du programme balistique, etc. Ça, j'y crois pas. Et donc, je crois que les négociations sont inéluctables. Maintenant, il semblerait que dans le temps T, on est toujours encore dans le temps militaire, dans le temps de la guerre. C'est vrai qu'effectivement, il y a un affaiblissement de la puissance balistique iranienne. Mais bon, il y a 2 choses à prendre en considération. C'est-à-dire qu'il y a moins de missiles qui sont envoyés, mais ce n'est pas les mêmes générations. On avait envoyé des centaines de Shahab qui sont des missiles des années 90 à l'époque. Et là, maintenant, on envoie des missiles, Sijin ou Khomalcha, qui sont une puissance balistique. Sur l'impact militaire, il faut bien quand même comprendre quelque chose qu'on peut mesurer. 2 choses très rapidement. C'est que toutes les bases militaires américaines sont touchées au Moyen-Orient. Et si vous voulez une preuve de l'efficacité, c'est qu'avant, les sirènes en Israël, quand un missile décollait, ils avaient à peu près 25 minutes le temps que la sirène arrive parce qu'on les détectait à partir du Qatar.
rare. Aujourd'hui, les missiles tombent avant même que les sirènes se déclenchent. Donc on est vraiment dans l'efficacité. Et puis, vous parlez de l'exemple d'Imona, oui, notamment, oui, exactement. de la ville de Dimona, qui est pas très et puis loin deuxième point, il ne faut pas oublier le brouillard de la guerre. Nucléaire. Dans la guerre des 12 jours, c'est après la guerre des 12 jours qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un centre de recherche qui avait été touché, le centre de l'armée de l'air, etc. Et donc le bilan se fera après la guerre. Oui, merci C'est beaucoup. des impacts assez modestes, il faut le dire. On se souvient du 7 octobre 2023. Tout de suite, la presse israélienne, les médias avaient rapporté le nombre colossal des dégâts humains, matériels, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on en est loin. Et la presse israélienne ne rapporte pas des centaines de morts ou des dizaines de morts, ou des centaines de morts ou de blessés tous les soirs. Oui, bon, loin de là. Rien. D'ailleurs, Donc, la force de frappe iranienne, pour un pays qui s'est préparé 50 ans à cette guerre, selon leur propagande, elle reste plutôt modeste. Très bien. Somme Merci toute beaucoup, modeste. Hafid Boutaleb. Merci, Anas Abdoun. Merci, Général François Chauvency. Bonsoir. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Questions d'actu. Très bonne soirée.